vidéo sur Pisama, c'est Seppel. La vidéo d'aujourd'hui... Seppel, les gens te connaissent maintenant. T'es vraiment obligé de te présenter à chaque fois. Bah oui, parce que c'est comme ça qu'on fait. Astronogeek qui met aussi son logo au début des vidéos, même si on sait que qui c'est. Et puis les sponsors, c'est pareil, on sait qui c'est que c'est, mais qu'on met quand même le logo, alors que moi je dis mon nom si je veux. Donc aujourd'hui, la vidéo, elle est réclamisée par Waifoot. Allscaire. Oui, Allscaire. Tu vois, tu m'as fait du déconcentrement et maintenant je fais des conneries. Et après, ça va encore être ma faute si que je dois faire une vidéo t'excuses et puis que... Seppel, fausse concentration. Sponsor. Donc c'était en train de te dire... la réclame d'aujourd'hui, elle est vidéalisée par Allscaire. Allscaire, ils font des montres en pierre et des femmes en bois pour hommes. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils font des montres en bois et en pierre pour hommes et pour femmes. Et des bijoux aussi. Aussi des bijoux. Seppel, concentre-toi un peu. Et c'est quoi ça? Ça c'est le QR code qu'il faut que je mette dans la vidéo. Ça c'est nouveau. C'est en plus que le lien et le code, tu peux prendre en photo avec ton téléphone et comme ça tu vas directement sur le site. Sauf que si tu regardes la vidéo avec ton téléphone, c'est pas pratique. Alors il faut qu'il y ait un copain à toi qui va sur le site avec son téléphone à lui. Mais alors c'est lui qu'il achète les montres et c'est dommage parce qu'elles sont à 85%. Attends, quoi? Et toutes les montres elles sont différentes parce qu'elles sont fabriquées en bois et en pierre. Alors si c'est ton copain qui va sur le site, c'est lui qui va acheter celle que tu veux. Ouais, mais Seppel, elles sont juste un peu différentes, hein. Les veines du bois et de la pierre changent, mais les modèles sont fabriqués en plusieurs exemplaires quand même. Oui, mais quand même que pas très beaucoup. Ils font une série et que quand la série elle est toute fendue, hop là ils se vertissent et tu peux plus l'acheter parce qu'il y en a plus. Ouais, ok, bon. Mais pour les 85%... Et comme c'est pas de la rail, les montres et les pissous ils sont garantis 2 ans. Et si t'es pas content et que tu veux la rendre, c'est gratuit. Ouais, alors... mais tu fais encore du déconcentrement. Ouais, bah continue tout seul, hein. Ouais, oui. Moi, je suis sûr qu'il fait exprès parce que comme ça, après, je dis tes bêtises. Et comme ça, il est content parce que je dois faire une vidéo où ce que je m'excuse parce que j'ai dit tes bêtises. Donc, j'étais en train de te dire que Allscaire, ils font tes montres et tes bijoux en bois et en pierre. Mais aussi en or, hein, même si l'or, c'est pas de la pierre. Parce que même qu'on le trouve quand même dans la pierre, alors c'est presque pareil. Peut-être que Allscaire, ils ont cherché des jolies pierres et dedans, il y avait de l'or. Alors, ils ont dit que pour pas gaspiller, ils allaient l'utiliser aussi pour faire des bijoux plutôt que le mettre à la poubelle. Et je pense qu'ils ont aussi cherché des pierres dans la mer parce qu'ils ont confondu avec des coquillages, et c'est comme ça qu'ils ont fait des montres avec du nacre dedans. L'œil des mini-ours, c'est quand même joli, tout comme que ça brille avec la nacre, qu'elle. Par contre, je sais pas comment qu'ils ont fait pour trouver des plumes en cherchant des pierres. Peut-être que celui qui cherchait les cailloux le jour-là, il était très très bête. Seppel, tu sais ce que c'était ce coup de fil? Un démarcement de panneaux solaires? Non, on m'a encore signalé une de tes conneries. Ton QR code là, c'est pas le bon. Mais si, même que j'ai vérifié, même qu'avec ça, on a tout ce que Allscaire y vendent à 85%. Alors déjà, non, c'est moins 15% et ensuite... Oui, bah c'est qu'est-ce que je dis, si tu enlèves 15% au prix, ça veut dire que tu achètes les choses à 85%. Seppel, non, quand on a une réduc de 15%, tu annonces 15% de réduc, pas un prix à 85%. Et ensuite, tu me changes ce QR code. Mais puisque je te dis que c'est le bon que ce que j'ai mis, et même que c'est celui-là que... si... Bah oui. Bon, et bah je mets celui-là alors. Donc si tu as envie d'une jolie montre ou d'un bisou Allscaire pour toi ou ton amoureuse ou ton amoureux, tu cliques sur le QR code que t'es mis là, mais le bon, hein, pas l'autre, ou bien que tu cliques sur le lien qui est dans la description et tu utilises le code ou une S15% de réduction sur tout qu'est-ce que tu as fait. Attends, tu utilises toujours ce code? Ben oui, les gens, ils l'aiment bien. Seppel. Oui, bon, ben laisse-moi tranquille, tu me fais du perturbement. Alors tu oublies pas, hein, le lien il est dans la description et sinon tu utilises le QR code. Hop là, la réclame elle est finie. Seppel, va falloir qu'on discute. Mais mormicis. Oui, mon général? Oui, c'est bon, il a pris le script. Oui, bien sûr, la Togobé, oui. Oui, bien sûr. Oui, comme vous dites, oui, des vainqueurs de muscles. La vidéo d'aujourd'hui a été écrite par Guillaume Chabal. Des mutilations de bétail dans 22 États américains, des traces de radioactivité, des lumières dans le ciel, des ranchers démunis, les forces de l'ordre dépassées, des sénateurs impliqués, l'armée qui mène des expériences sur le sol américain, le FBI qui détourne les yeux et refuse d'enquêter. On a vu ça ensemble dans la première vidéo. Face à cette énigme qui laisse tout le monde dans l'impasse, il est temps de s'intéresser à l'homme qui va être au centre de ces faits tragiques. L'homme qui affirme savoir quelle entité se cache derrière ces atrocités et surtout, qui prophétise bien pire. Pour rappel, nous sommes au début des années 70 dans les exploitations animales du sud et du centre des États-Unis. Dans 22 États, on rapporte des centaines
de cas similaires. Alors qu'elles étaient en pleine santé, des têtes de bétail sont retrouvées mortes sans cause apparente, mais vidées de leur sang et portant d'atroces mutilations post-mortem toujours identiques. Sérieusement, tout le début de cette histoire se trouve dans la première partie de la vidéo diffusée la semaine dernière. Si vous l'avez pas vue, mettez celle-ci en pause et allez la voir. Les autorités américaines sont donc dans l'impasse jusqu'à ce qu'un homme se manifeste en affirmant savoir de quoi il en retourne. Parlons maintenant d'Albert Kenneth Bankston. La première trace que j'ai trouvée de lui, c'est en 1968, suite à 2 braquages dont il est l'auteur dans le Mississippi. Après avoir dépensé les 50 000 $ de son butin en prostituées à la Nouvelle-Orléans, il se fait prendre. Dans l'attente de son procès, Bankston s'évade en janvier 69 en prenant un shérif et 2 rangers en otage. Mais se rendra 3 jours plus tard, frigorifié et affamé par ses nuits à l'extérieur. C'est à ce moment-là que cette photo a été prise, la seule que j'ai trouvée de lui. Après différents procès et appels perdus, sa peine initiale de 70 ans pour braquage passe à 89 ans à cause de la prise d'otage. D'un pénitencier à l'autre, Albert Kenneth Bankston, qui a alors 42 ans, va rencontrer Marion. Vous ne la connaissez pas, mais dans les années 60 et dans son milieu, Marion est très connue, bien qu'encore très jeune. Nous sommes alors en 1969 et Marion a 6 ans. Marion, c'est une prison qui a ouvert en 1963 en remplacement de la fameuse prison d'Alcatraz. Elle comporte 500 places, dont 55 unités contrôlées. Ces unités contrôlées sont pour les prisonniers dont on juge qu'il est trop dangereux de les mêler aux autres. Soit parce que les prisonniers eux-mêmes sont dangereux, soit au contraire parce qu'ils pourraient être agressés par d'autres détenus. C'est donc là que Bankston est incarcéré, dans le quartier de haute sécurité de la plus sécurisée des prisons d'Amérique. Un gardien dira de lui: il n'est pas là parce qu'il est quelqu'un de réellement mauvais, il est là parce que s'il va dans la cour, il se ferait poignarder. Mais pourquoi serait-il à ce point menacé s'il n'est pas quelqu'un d'agressif ou de dangereux? De façon surprenante, Bankston est détesté dans le milieu carcéral parce qu'il fait la même chose que tous les autres prisonniers. Il récolte des informations et les transmet aux gardiens. Ça, c'est pas vraiment inhabituel. Le jeu, pour chaque prisonnier dans la prison ultra sécurisée de Marion, est de récolter un maximum de tuyaux pour négocier une réduction de peine ou un transfert. Mais un gardien de la prison dira que Bankston l'a fait à un niveau jamais atteint jusque-là. Pour chaque information qu'il donne ou propose de donner, il fait une demande: être transféré de la prison sécurisée de Marion où il est vers le pénitencier de Parchman dans le Mississippi. Là-bas, il pourra purger sa peine près de son ex-femme, avec qui il est toujours en relation. Les premières années, les informations que délivre Bankston s'avèrent justes et peu à peu sa réputation se fait. Il est considéré comme un informateur fiable, un détenu qui ne fait pas de vagues. Le capitaine Keith Wolverton, venu du Montana pour l'interroger sur certaines de ses affirmations, dira: « Mon impression sur Bankston, c'est que c'est un bon gars. Un bon gars avec une idée en tête, se faire bien voir et sortir de Marion. Il va ainsi, par exemple, moucharder sur un réseau de trafic de marijuana ou encore prévenir d'un attentat à la bombe imminent. » En 1974, Bankston contacte le sénateur du Kansas Ross Doyen, dont l'une des bêtes a subi les mystérieuses mutilations. Il lui apprend que les dizaines de mutilations de bétail sont l'œuvre d'une société clandestine d'adorateurs de Satan, les occultes. Ceux-ci ont pour but, je cite, d'instiller leur perversion dans le cœur du public. Pour plus de détails, Bankston précise que ce culte de Satan récupère les organes génitaux des bovins pour procéder à des cultes de fertilité. Oui, le culte ferait ce que vous pensez avec des tubs et des mamelles découpées sur des animaux morts. Il était aussi de notoriété publique, comme fait étrange et alors inexpliqué, que les bêtes retrouvées étaient entièrement vidées de leur sang, soit 40 à 60 litres de liquide disparu. Et alors que personne n'avait su expliquer pourquoi, Bankston fait une révélation. En effet, le groupe sataniste ne se contente pas de récupérer divers organes pour ces cérémonies. Les satanistes injectent d'abord aux animaux de la phencyclidine, ou PCP, un anesthésique vétérinaire. Anesthésique, mais également aussi un hallucinogène connu sous le nom de poussière d'ange, qui provoque hallucinations, sensations d'ivresse et autres effets psychotropes. Une fois la vache bien imprégnée de cette substance aux effets proches du LSD, les satanistes utilisent alors du nitrite d'amyle, un puissant vasodilatateur.
L'animal peut alors être sacrifié et le sang facilement drainé par les sorcières du culte. Il est enfin consommé par le groupe pour atteindre la transe nécessaire à la cérémonie. Bankston prévient aussi que la secte occultiste représente bien plus qu'un danger pour le bétail et donne un premier élément pour prouver ses dires. D'après les informations que lui seul a pu réunir, ce même groupe est impliqué dans une attaque à la bombe en 1970. Cette attaque, menée par 4 hommes, avait visé l'université du Wisconsin dont certaines recherches étaient liées à l'armée américaine et à la guerre au Vietnam. Un chercheur avait été tué et 3 autres blessés. Le caractère violent de cette action amène Bankston à son deuxième point. Les mutilations animales sont un prélude à de très prochains sacrifices humains. Et c'est tout. À ce stade, Bankston ne donne pas plus de détails. D'abord son transfert, ensuite l'enquête. Les autorités, aussi énormes par leurs implications que ces informations puissent paraître, les considèrent comme une piste à ne pas négliger. Rappelez-vous ce que je vous disais dans la première partie. Question satanisme, la société conservatrice de l'époque et les mouvements religieux sont très chatouilleux. En plus, il est question de sorcières associées par les mouvements religieux aux mouvements féministes qui sapent l'ordre moral. Et si en plus le mouvement est lié à une attaque à la bombe contestataire, encore un coup des hippies. D'autant que des rumeurs et légendes urbaines de mouvements ou supposés crimes satanistes circulent déjà depuis quelques années. Aucune affaire précise, mais il y aurait une organisation qui, des gens auraient vu, il y aurait des films qui montrent. Bref, rien de nouveau dans les complots, on a les mêmes rumeurs aujourd'hui sur plein de sujets. On ne sait pas si ça existe, mais si c'est vrai, c'est très grave. Pour avancer dans l'enquête, on propose à Bankston un transfert vers une prison du Minnesota, moins sécurisée et moins dure que Marion. Mais notre prisonnier modèle refuse. En effet, un groupe de bikers appartenant au mouvement occulte et largement impliqué dans les mutilations aurait des contacts dans les cercles de la justice et pourrait s'en prendre à lui pendant le transfert ou sur son nouveau lieu de détention. Ces bikers, par définition très mobiles, posent un autre problème. En plus d'être des occultistes sataniques. D'après Bankston, l'un d'eux est un ancien membre de l'armée de l'air, et de par les connaissances et les accès que cet ex-militaire a eu durant son service, la secte occulte satanique projette de prendre le contrôle d'un silo à missiles nucléaires. Mais dans quel but ferait-il tout cela? On n'est plus simplement à se défoncer au sang de vache au milieu de cérémonies orgiaques. Bankston affirme que leur but ultime est de mettre en place le règne ténébreux de Satan pour les 1000 prochaines années. Et pour appuyer encore plus ses dires, notre homme prend à témoin un détenu d'une autre prison. Il donne ainsi le nom de Duggan, qui corrobore ses dires. Et pour cause, Duggan a lui-même été recruté dès 1965 à Fort Worth, au Texas, par un de ses clans de bikers affiliés au culte satanique. Il raconte par exemple que cette année-là, avec 8 autres membres, ils auraient décidé de tester le PCP sur 4 jeunes campeurs. Étant plus habitués aux bovins qu'aux humains, les bikers auraient mal calculé la dose de stupéfiants nécessaire et les malheureux campeurs seraient morts en 2 heures. S'il ne s'agissait alors que d'un accident, le groupe a rapidement parlé de planifier d'autres sacrifices humains. Duggan aurait alors préféré partir, et c'est durant cette période qu'il aurait eu vent du projet de capture du silo nucléaire. Et là, Bankston, il tient les enquêteurs. Ceux-ci viennent souvent le voir pour avoir des infos, des précisions, mais son transfert n'est pas à l'ordre du jour. Alors il enchaîne les révélations, les nouvelles pistes et les complots en cours pour mettre la pression aux autorités. Je viens de vous parler de la prise de contrôle planifiée d'un silo nucléaire. Mais c'est pas le seul danger radioactif qui menace les États-Unis. Vous vous souvenez qu'on a parlé de l'attentat de l'université du Wisconsin? Eh bien, d'après Kenneth Bankston, l'une des personnes impliquées dans cet attentat qui avait coûté la vie à un chercheur est également responsable d'un vol de plutonium dont la presse s'était fait l'écho l'année précédente, en 1974. Mais cette fois, il donne plus d'informations en gage de bonne volonté. Il accuse nommément une avocate de l'Oklahoma de conserver le plutonium volé dans son sous-sol, mais aussi d'être lié à un autre meurtre. Bankston fait là référence à une affaire qui défraye alors la chronique. Karen Silkwood, une journaliste morte dans des circonstances étranges, enquêtait sur des irrégularités dans la fabrique de plutonium Kers McGee's Cimarron, en Oklahoma. Son enquête et son article quasiment terminés, elle rentre en contact avec un journaliste du New York Times pour publier son enquête. Sauf que, comme par hasard, ses dossiers d'enquête présents avec elle lors de son accident de voiture ont disparu par la suite.
Grâce à son réseau d'informateurs, Bankston révèle que Madame Silkwood avait, lors de ses investigations, découvert que le culte avait dérobé du plutonium dans cette usine pour créer son arme de terreur. Elle aurait donc été tuée, son enquête et ses preuves auraient été détruites et le plutonium caché chez l'avocate en Oklahoma. Preuve, comme le disait Kenneth Bankston, que des membres de la justice étaient impliqués et membres du culte. Comme pour cette affaire, il y a des détails et des noms, les officiers fédéraux vont alors interroger l'avocate. D'autant plus que celle-ci avait eu droit à des mentions dans la presse et était déjà suspectée par les autorités d'avoir des intérêts avec des membres haut placés de la mafia. Alors, bien sûr, les déclarations de Bankston et ses échanges avec les enquêteurs font l'objet de nombreux comptes rendus et, du nom de l'enquêteur principal de l'affaire, compose le rapport Flickinger. On trouve dans ce rapport des informations sur des événements passés, mais aussi, selon les sources de Bankston, qui vont prochainement se produire. À l'été 75, le rapport est transmis aux forces de l'ordre des régions touchées par les mutilations ou concernées par les révélations de notre héros. Et comme vous le supposez, divulguer qu'une secte satanique occulte est à l'œuvre partout dans le pays, dans ce contexte très tendu, ne va pas aller sans quelques psychoses et paniques locales. Surtout qu'en parallèle des services d'enquête avec qui il est en contact, Bankston écrit aussi directement à des sénateurs ou procureurs. Comme je vous le disais, il se démène pour obtenir son transfert. Il obtient par exemple une information capitale qu'il transmet directement au procureur de Minneapolis. La secte occultiste qui mutile les animaux partout dans le pays projette d'empoisonner les réserves d'eau de certaines villes, mais prévoit aussi de tuer John Wayne et Hubert Humphrey, anciens vice-présidents et actuels représentants du Minnesota. Les officiers fédéraux sont immédiatement mis au courant de ces allégations, considérant qui était Bankston, où il était depuis 6 ans, de qui il tenait ces informations et du fait que la majorité de celles-ci se soit avérée juste. Ils prennent l'affaire très au sérieux et commencent leur enquête. Démarrer des investigations en se basant sur les dires d'un prisonnier peut vous paraître excessif, mais comme le dira le procureur Rainer du Minnesota, si quelqu'un ne touchait même qu'un cheveu de l'une de ces personnalités, nous aurions de gros problèmes. De même pour l'agent Flickinger en charge de l'enquête et principal interlocuteur de Bankston. Qu'importe si les informations de Bankston ne valent finalement pas grand-chose, elles méritent au moins d'être vérifiées. Alors, toujours suivant les renseignements de Bankston, à Mayflower, près de la Louisiane, le shérif convoque la population. Et il annonce que, d'après un rapport officiel, 2 habitants de la ville sont la cible d'une organisation occulte, vont être tués et offert en sacrifice à Satan. Sans plus de détails. Vous la devinez, la bonne ambiance dans les voitures quand les gens sont rentrés chez eux après la réunion? C'est toujours sympa pour passer un bon week-end. Je viens de vous donner beaucoup d'informations, c'est un dossier très dense. Donc faisons une pause et un point rapide. Mais d'abord, si vous êtes toujours là, c'est que vous trouvez cette histoire intéressante. Alors je ne saurais que trop vous inciter à vous abonner parce que j'en ai d'autres en stock qui sont encore à venir. Donc, résumons. Bankston et Degan affirment qu'un mouvement d'occultistes sataniques d'au moins 400 membres répartis sur tous les États-Unis injecte des drogues à du bétail. Ils prélèvent et utilisent ensuite le sang de ces animaux pour entrer en transe et finalement les mutilent à des fins rituelles et sataniques. Et ils comptent bientôt passer à des victimes humaines. Des gens haut placés sont complices, dont des membres de la police et de la justice. Ce groupe sataniste, qui dispose déjà de plutonium volé, a un plan pour prendre le contrôle d'un silo à missiles nucléaires. Mais en attendant, ils vont aussi empoisonner les réserves d'eau de plusieurs villes et s'en prendre à des personnalités publiques et politiques. Tout ça afin de répandre une vague de terreur annonçant le règne de Satan sur Terre pour le prochain millénaire. Ah, et j'oubliais, ce groupe possède des hélicoptères non immatriculés et a les moyens techniques et financiers de les faire voler. On est potentiellement sur une menace intérieure d'une ampleur jamais vue. C'est peu de le dire. Les autorités ne peuvent qu'ignorer ce risque et la machine administrative se met en marche. Bankston obtient donc l'accord pour son transfert dans une petite prison rurale, selon ses souhaits. Pendant le temps de cette démarche, l'enquête ne s'arrête évidemment pas, parce que même si Bankston et Degan n'ont pas beaucoup donné de détails pour pouvoir monnayer leur transfert, les enquêteurs ont quand même des pistes et de quoi faire. L'affaire est prise au sérieux, mais soulève malgré tout de gros doutes. Alors il y a investigation, filature, recherche et recoupement. Il est alors rapidement découvert que le meneur du culte désigné par Bankston et Degan était en prison sur la période où il est supposé avoir traversé le pays pour mener les sacrifices. L'enquête chez l'avocate dont Bankston disait qu'elle cachait du plutonium dans son sous-sol ne mène à rien, l'avocate n'ayant en plus jamais eu de contact avec les auteurs de l'attentat à l'université. Ensuite,
Vous vous rappelez des campeurs supposés avoir servi de sacrifice humain comme l'a décrit Degan? Il avait alors donné des indications pour retrouver les corps, mais il n'y avait rien à l'endroit indiqué, ni personne disparue signalée dans le secteur. À ce moment de l'histoire, au milieu de l'année 1975, Bankston et Degan ont déjà plusieurs tentatives d'évasion à leur actif, parfois avec prise d'otages. Degan s'était d'ailleurs récemment échappé de sa prison de Ségoville et avait commis 3 braquages avant d'être à nouveau capturé. Ces éléments amènent vite les autorités à penser que Bankston et Degan ont monté leur scénario de pièces pour s'évader, une prison locale étant moins surveillée que la plus surveillée des prisons de haute sécurité. Interrogé à ce sujet, Degan finira par avouer que c'était bien leur plan, tout en demandant une réduction de sa peine de 7 ans en échange de son témoignage. Bankston avait bien pour but de s'évader de nouveau et avait même déjà pris contact pour vendre et faire publier son histoire. Les forces de l'ordre se rendent compte qu'elles ont été bernées, mais pour autant estiment qu'elles ont bien fait de dépenser leur temps et leur argent à suivre ces pistes, plutôt que de risquer que l'une d'entre elles se soit avérée vraie. Les investigations fédérales sur les révélations de Bankston et Degan cessent officiellement à la fin de l'année 75. Mais si la fin des enquêtes laisse un goût amer à la police, pour Bankston c'est encore pire. Lui qui pensait être à 2 doigts d'obtenir son transfert dans le Mississippi se sent trahi par la justice. Pauvre petit chou. Alors, en gardant la même technique, il se tourne vers les journalistes à qui il raconte ses histoires. Si la presse relaye ses récits, la pression de l'opinion publique permettra peut-être au dossier d'être rouvert et il pourra de nouveau demander son transfert ou négocier des remises de peine. Aux journalistes, il prédit des kidnappings, à nouveau, du vol de matériel nucléaire, et dit avoir des informations sur à peu près tous les crimes irrésolus qui ont eu lieu, même les plus étranges. Mais voilà, ces informations restent fausses et de plus en plus extravagantes. Pour autant, reconnaît-il avoir tort? Absolument pas, puisque comme le dirait aujourd'hui une médium sur X ou les escrocs qui prétendent voir l'avenir, tout est la faute des autres. Il le dira au journaliste John McCaig. Je sais que je dis la vérité, mais les gens à l'extérieur de la prison changent leur plan pour me discréditer, ou lorsque des gens comme vous les mettent en lumière dans les médias, ce qui les effraie. Mais très bientôt, les faits vont parler et le sang coulera. Et si quelque chose lui arrive en prison, c'est que on aura voulu le faire taire. Un journaliste ne l'écoute pas ou ne relaie pas son histoire. Il le prévient qu'il sait que quelqu'un de la secte occulte en a après lui parce qu'il en sait déjà trop. La seule solution pour s'en sortir est donc de publier son histoire. Les meurtres ou disparitions dont il parle n'existent pas dans les archives ou n'ont pas eu d'enquête. C'est parce que la police et les juges font partie de la secte sataniste occulte et ont fait disparaître les preuves. Si, alors que les fédéraux enquêtaient encore, la presse relayait parfois un article à propos des révélations de Bankston, la fin de l'enquête signera aussi très vite la fin des articles. Alors, tout n'était que mensonge. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué un point. J'ai précisé que chacune des affaires que Bankston évoque avait été citée dans la presse. Et c'était là son secret. N'oublions pas que le bonhomme était à l'isolement dans une prison de haute sécurité. Où aurait-il pu pêcher toutes ces infos? Auprès de qui? En fait, à la manière d'un QAnon de son époque, il prenait des événements publics, susceptibles de retenir l'attention des enquêteurs, et brodait son histoire dessus, rajoutant, inventant des connexions entre les événements, et en restant assez vague pour laisser les enquêteurs créer leurs propres hypothèses et raisonnements, et créer leurs propres prophéties autoréalisatrices. C'était d'autant plus facile qu'il précisait bien ne pas donner toutes les informations dans l'attente de son transfert. Mais en parallèle, comme tout bon showrunner, il devait maintenir l'attention de son auditoire, augmenter les enjeux, augmenter la tension ou le sentiment d'urgence. Et c'est comme ça qu'il est parti d'une histoire de jument morte au fond du désert, pour en arriver à un gang de 400 bikers satanistes qui font des sacrifices humains orgiaques, en volant une ogive nucléaire pour assassiner John Wayne et permettre l'avènement du royaume de Satan pour 1000 ans. L'histoire d'Albert Kenneth Bankston se termine en 1982 lorsqu'il mourra en prison d'un cancer. Ou alors on l'a assassiné en maquillant les rapports médicaux, c'est comme vous voulez. Bon. Mais pour nos vaches alors? Oui, parce que vous êtes venus pour m'entendre parler de vaches mortes à la base. Ça finit en secte sataniste, mais n'empêche qu'à la base c'était une histoire d'ovni. Eh bien nos vaches, nos centaines,
nos milliers, nos dizaines de milliers de vaches mortes sur plus d'une décennie dans plus d'une vingtaine d'États, leur mort ne fait aucun doute. Les mutilations sont attestées, difficile de nier qu'il manque des organes à un animal quand il est sous vos yeux et qu'à lui, il n'en reste qu'un. En dehors des histoires de Bankston, rien n'accrédite la thèse du culte satanique. Pas de traces autour des carcasses, alors que des dizaines de personnes pratiquant une orgie en auraient laissé un peu partout. Et même si les orgies et cérémonies avaient eu lieu ailleurs, vider une vache de 60 litres de sang pour autant de kilos de liquide à transporter, ça se fait pas avec une gourde. Bombes, véhicules, traces autour et sur l'animal. Mais rien de tout ça. Alors quoi ? Vous vous rappelez Snippy, la jument du Colorado, la pauvre bête victime de cette vague horrible ? Vous vous rappelez les détails du rapport que je vous avais donné ? Pour la propriétaire Madame Lewis, et elle ne démordra pas de cette idée même des années plus tard, les responsables du calvaire du pauvre animal ne venaient pas de notre planète. Elle est certaine qu'il s'agit d'extraterrestres. Certitude renforcée par le témoignage de la vieille femme qui dit avoir vu quelque chose de grand survoler leur ferme la veille et des témoignages de lumière volante aperçus la nuit dans le secteur. On est à peine 20 ans après l'affaire Roswell, en pleine course à la Lune. Dans ce contexte, cette hypothèse trouve un écho dans une partie de la population et parmi d'autres éleveurs dont les troupeaux seront affectés. Pour s'en tenir au cas de Snippy et pour reprendre les différents points, oui, elle est morte. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Pour ce qui est des mutilations et de l'absence de traces aux alentours, comme une partie de la presse à l'époque, je ne vous ai pas parlé des 2 vétérinaires qui avaient examiné la carcasse. Parce qu'à l'examen de la carcasse, le docteur Robert Adams, le vétérinaire de l'Université du Colorado, a trouvé 2 impacts de balles. D'après l'autopsie, ces impacts seraient dus à des tirs de carabine de petit calibre quelque temps auparavant. La plaie se serait ensuite infectée, tuant finalement la pauvre bête. Théorie confirmée par les aveux de 2 étudiants qui reconnaîtront avoir tiré sur l'animal et par le 2e légiste qui retrouvera même les plombs en autopsiant la pauvre bête. D'ailleurs, parlons rapidement de ce 2e légiste, le docteur vétérinaire Wallace. Pour lui, la cause de la mort ne fait aucun doute. Tir, infection et mort. Mais lui est pragmatique et obtient de Madame Lewis la permission de récupérer la carcasse de la jument pour en exposer le squelette. Comme il l'explique au journal local, je pense que nous devons le conserver près de nous parce qu'il nous a apporté plus de publicité que nous ne pourrons jamais nous en payer. Malgré tout et en dépit de ces explications épreuves, Madame Lewis, son mari et d'autres habitants d'Alamosa continuent de croire en la thèse extraterrestre. Elle le dira d'ailleurs en interview à un journal local. Pour elle, sa chère jument a été zappée par un rayon extraterrestre. Comment expliquer autrement les traces de radioactivité élevées détectées par le garde forestier ? Alors, élevées d'accord, mais par rapport à quoi ? Le chiffre relevé n'est mentionné nulle part, ni dans les articles locaux, ni dans les rapports de police. On sait juste que le détecteur a cliqué, ce qui, sans chiffre, ne veut juste rien dire. La radioactivité naturelle peut suffire à agiter un compteur Geiger, et comme nous l'avons vu, il y avait eu plusieurs incidents dans une usine d'armement nucléaire à proximité. Une simple contamination est donc tout à fait plausible. D'ailleurs, un aparté sur ces traces radioactives si chères aux partisans des atterrissages d'OVNI. Si ces engins laissent de tels niveaux supposément élevés à chaque atterrissage, les cancérologues de leur planète ne doivent pas manquer de boulot pour soigner les pilotes ayant les miches posées sur de la matière fissile visiblement très mal isolée. Mais revenons à Snippy. Quelles explications alors pour les buissons écrasés à proximité de l'animal et les traces de brûlure, si ce n'est par l'atterrissage d'un engin venu d'ailleurs ? Et l'objet vu au-dessus de la ferme, les mutilations sur l'animal. Pourquoi et comment était-il vidé de son sang ? En fait, de buissons écrasés, il n'y en avait que 1 ou 2 endommagés à proximité. Très probablement écrasés par les chutes de Snippy, agonisante et tenant à peine sur ses pattes et qui s'effondrera pour de bon quelques mètres plus loin. Les traces de brûlure ? Pas vraiment. Madame Lewis parle de traces ressemblant à des brûlures, et ça, c'est lié en partie à l'absence de sang dans le corps du pauvre animal. Ces traces sont le sang de l'animal. Sang qui a coulé en cette fin d'été dans le désert sec et sous le soleil brûlant. L'hypothèse du docteur Adams de l'Université du Colorado est que quelqu'un, ayant trouvé la bête mourante, l'aurait achevée en lui tranchant la gorge. C'est une pratique courante pour les éleveurs. Bon, il y a plus doux comme méthode, mais entre ça ou laisser l'animal agoniser des heures d'une infection...
De cette blessure sectionnant une artère, le sang aurait coulé à flot, vidant en grande partie l'animal avant de sécher, limite de cuire au soleil, finissant en taches brunes, noirâtres, craquelées. Et cette plaie aurait facilité le travail de divers charognards du coin qui auraient fait leur festin de l'encolure, manquante à la découverte de la carcasse. Carcasse dont les journaux font état d'un mystérieux noircissement des os quelques jours plus tard. Bon, ça s'appelle la putréfaction. Sans être Nobel en biologie, vous savez sûrement que c'est un truc on ne peut plus normal pour un animal mort. Il y a des os, des restes de chair dessus et c'est à l'air libre. Ça pourrit et ça noircit. Et ça rajoute un détail croustillant dans un article. Mais qu'en est-il de l'objet qui a été vu au-dessus de la ferme ? En effet, Agnès King dit avoir vu quelque chose passer au-dessus du ranch. À 87 ans, sans ses lunettes et malgré sa très mauvaise vue. De nuit. Mais cette déclaration est faite après que Madame Lewis ait raconté à toute la vallée que son cheval avait été tué par des extraterrestres. Après que plusieurs personnes se mettent à dire avoir vu des lumières. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle se souvient elle aussi avoir vu quelque chose. Ce qui est peut-être vrai. Néanmoins, quelque chose, ça reste assez vague. Mais le temps des autopsies et de la brève enquête, la théorie de Madame Lewis a vite fait de se répandre dans toute la vallée et bientôt au-delà. On est aux États-Unis, le concept de communauté prend tout son sens, et les nouvelles vont vite, surtout entre éleveurs. Alors si le cas de Snippy trouve sa conclusion, que dire des dizaines de milliers de cas les années suivantes ? Est-ce que les habitants se seraient tous pris de passion pour le tir sur bovins au point de provoquer une telle hécatombe ? Pour le savoir, il suffit de se plonger dans les dossiers d'autopsie et les rapports officiels de l'époque. Évidemment qu'avec autant de cas de mutilation déclarés par les éleveurs, la police et autres autorités ont enquêté, et que les carcasses ont été examinées de près. De très près. Et les centaines de résultats d'autopsie réalisés sont tous formels. Les animaux sont tous morts de cause naturelle. Principalement d'une infection bactérienne appelée Blackleg, dont 4 souches bactériennes peuvent en être la source. Ce sont de belles saletés, en particulier la souche Clostridia shaowei, qui nous intéresse ici. Les spores de la Clostridia peuvent rester dans le sol des années en attendant les conditions météo propices à leur développement. En l'espèce, de la chaleur. Et une fois que c'est le cas, elles n'ont qu'à attendre d'être ingérées par des ruminants. Comme des vaches par exemple. Et ensuite, les spores se réveillent et les bactéries se logent dans les grands muscles de l'animal, généralement les cuisses, pour s'y développer. Et en relâchant du gaz produit par leur métabolisme. Il y a 2 problèmes avec ce gaz. D'abord, c'est extrêmement douloureux pour l'animal puisque ça crée des poches dans le muscle qui compriment les tissus. L'autre problème, c'est qu'il contient des toxines qui provoquent des nécroses et qui elles aussi sont très douloureuses en plus de donner leur nom à la maladie. Et oui, Blackleg, la jambe noire. Histoire d'en rajouter à cette saleté, les bactéries se reproduisent très vite et beaucoup de bactéries, ça fait beaucoup de gaz et beaucoup de toxines. Au point que si vous appuyez sur une zone infectée, vous pouvez entendre et sentir des pops dus aux petites poches de gaz que vous faites éclater dans le muscle de l'animal. Et quand ça évolue, ces poches peuvent avoir la taille de balles de ping-pong. Sous la peau et dans le muscle. En prévention, pas grand chose à faire à part brûler le sol pour éliminer les spores. Mais sur des centaines de milliers d'hectares du pays, ça va être compliqué. Surtout que ces spores sont invisibles à l'œil nu. Reste donc le soin et le coup de chance, la pénicilline donnant de bons résultats pour un prix modique. Mais alors, pourquoi tant de morts dans le bétail s'il existe un traitement efficace et pas cher ? D'abord parce que les troupeaux sont en pleine nature. Vous avez en tête les images de grandes étendues de plaine avec du bétail dans les westerns ? Et ben voilà. L'éleveur ne peut tout simplement pas examiner ces centaines ou milliers de bêtes chaque jour. L'autre problème est lié aux toxines des bactéries. Prenez une bête de 400 kg en pleine santé qui mange un spore le matin au petit déjeuner, elle verra pas le soleil se coucher. Les toxines de ces charmantes bactéries sont foudroyantes et tuent une bête adulte en 12 heures. Donc, vache infectée, vache condamnée. Mais cette réponse peut ne pas vous satisfaire. Après tout, ce ne sont pas les bactéries qui vont trancher des oreilles, des organes sexuels, des museaux, ni vider les animaux de leur sang. Et bien sûr que vous aurez raison. Pour ces faits, il n'y a pas une, mais 3 explications. Le premier responsable est le gouvernement Nixon en 1973. Des hausses du prix de l'alimentation des bêtes provoquent depuis plusieurs années une hausse du prix de la viande. De nouvelles normes environnementales rajoutant aussi des contraintes. Le président Nixon met alors en place des prix de vente imposés sur le bœuf, le porc et le mouton pour enrayer cette inflation. Côté consommateur, la nouvelle fait plaisir. Côté éleveur, une hausse des coûts et une baisse des prix de vente les met dans une situation très difficile.
Jusqu'à tuer leurs propres bêtes ? Quand même pas. Mais une bête morte de maladie, c'est une perte sèche. Une bête déclarée mutilée, c'est un acte de vandalisme et c'est couvert par les assurances. Alors découper au couteau une oreille ou des parties externes facilement accessibles d'une carcasse pour récupérer quelques dollars de prime, c'est tentant. Sans autopsie, ça passe. Mais quand il y en a eu, l'utilisation d'un couteau a à chaque fois été constatée. Le second responsable, non, les seconds responsables, ce sont les animaux sauvages. D'après les vétérinaires, il s'agit même et de loin de la première cause des mutilations. Rapaces, renards, lynx et autres coyotes s'invitant au banquet. Ces derniers ont des dents très tranchantes qui laissent des plaies nettes et mangent d'abord les parties molles, facilement disponibles. Psychose ambiante aidant, les autopsies n'étant pas systématiques, il suffit à l'éleveur de déclarer qu'il y a eu mutilation pour avoir sa prime. Et pour le sang vidé alors, les coyotes venaient paille à la patte pour boire sur la bête ? Rappelez-vous de l'info que je vous ai donnée à propos de la bactérie Clostridia. Elle se développe lors de fortes chaleurs. Et le bétail, lui, il est libre d'aller dans les très vastes étendues semi-désertiques sans ombre. Vous avez là la troisième responsable, la chaleur. Dans ces conditions, une carcasse sous la sèche canicule de ces états, en partie dévorée et vidée de ses fluides suite aux blessures, va tout simplement sécher, le temps que le rancher la retrouve quelques semaines plus tard. Et d'ailleurs, combien de bêtes ont été touchées au final ? Je vous ai parlé de dizaines de milliers d'animaux, mais ça représente quoi ? En 1974, il y avait 132 millions de têtes de bétail aux États-Unis. Les morts naturelles en champ par maladie ou attaque de prédateurs touchent 6,5 millions de bêtes, soit 5% du cheptel. Trouver un animal mort n'a donc rien d'inhabituel. Sur ces 6,5 millions de bêtes, les mutilations déclarées cette année-là représentent 200 cas. D'ailleurs, ce sont très majoritairement de petits éleveurs ou des personnes n'ayant que quelques bêtes en loisir, comme Madame Lewis, qui rapporteront le plus ces cas. Probablement parce que n'étant pas éleveurs professionnels, ils ne connaissent pas forcément la maladie de la Black Leg, ni qu'elle pouvait tuer si vite. Probablement aussi parce que sur de toutes petites exploitations ou pour des particuliers, récupérer quelques centaines de dollars d'assurance pour une bête mutilée a plus d'importance que pour un élevage de dizaines ou centaines de milliers de bêtes. En dépit de ces preuves et autopsies, bon nombre d'éleveurs continuèrent donc à affirmer que leur bétail était victime de mutilations inexpliquées, faisant grossir les chiffres avec les années. Mais ça ne représente toujours que 10 000 bêtes sur toute la période, pour 6,5 millions de pertes par an. Les rondes armées ont continué, des hélicoptères ont essuyé des tirs et les autorités ont dû relever l'altitude minimale de vol pour éviter de graves accidents. Des lumières et observations d'OVNI ont été rapportées. Comme je vous l'ai dit, il a aussi été question de tests d'armes biologiques par le gouvernement. Pour autant, les enquêtes et rapports amènent tous à la même conclusion. Mort naturelle, carcasse mutilée post-mortem par des animaux, et plus rarement par des hommes. Et à propos du FBI alors ? Ils ont bien refusé dès le début d'enquêter, avant même que les causes ou supposées causes de ces mutilations ne soient trouvées. Il y avait donc bien un secret qu'ils ont contribué à dissimuler, inventant ensuite ces histoires de maladie du bétail pour maquiller l'affaire. Il est tout à fait exact que les premières années, en dépit des demandes répétées de sénateurs, le FBI ait refusé d'enquêter. Et pour une raison toute simple. Ça ne fait pas partie de leur mission. Le rôle officiel du FBI est très clair à ce propos. La mission du FBI est de protéger les États-Unis des menaces internes et externes, qu'elles soient claires et éminemment dangereuses ou plus métaphysiques, et à long terme, le tout dans le but d'améliorer la sécurité de notre nation. Donc, quelques dizaines de vaches mortes en plus des 6,5 millions de décès annuels, ça n'apparaît pas vraiment comme une menace gravissime relevant de la sécurité nationale. En revanche, les sénateurs ont pu finalement obtenir l'intervention du FBI en prétextant que, comme les mutilations avaient lieu dans plusieurs États, on pouvait craindre l'action d'un réseau organisé. C'est un argument qui a fait mouche, soutenu par les avertissements de Bankston sur la secte satanique et une possible menace nucléaire. Alors au final, comment en est-on arrivé là ? Les agents du CBI et un ancien agent du FBI avec 28 ans d'expérience, Kenneth Rommel, diront que cette psychose est due à un phénomène de suggestion, de recherche de sensationnalisme par les médias et d'irresponsabilité de la part des autorités locales. Et oui, il faut bien vendre du papier et le sensationnel, l'étrange, les complots, ça fait très bien vendre. En 1975, les mutilations animales sont le sujet le plus traité en nombre d'articles dans le Colorado.
Une preuve de l'impartialité de traitement par les journaux? Dans le cadre de son enquête, l'agent Rommel dont on vient de parler a fait une expérience. Il est allé sur les lieux d'une mutilation sans que les voisins de l'éleveur ne le sachent. Mis plus tard au courant de l'incident, l'éleveur voisin a contacté Gail Olson, journaliste pour le Rio Grande Sun, qui a souvent fait des reportages sur les mutilations de bétail et les ovnis. Celle-ci fit un article à charge à propos de l'agent Rommel qui n'aurait pas fait son travail. Dans l'article, Olson développe la théorie de la participation de Rommel à une conspiration gouvernementale plus vaste. Mais quand l'éleveur a confirmé à Olson que Rommel était arrivé sur les lieux et avait enquêté, elle n'a pas publié d'article rectificatif et a enfoncé le clou en prétendant que Rommel participait à une opération de camouflage du gouvernement. Il serait venu sur les lieux pour effacer traces et indices. L'agent Rommel a décrit les articles de la journaliste Olson comme des reportages classiques sur les mutilations de bétail. Et comment tout ça se finit? La plus importante vague du milieu des années 70 va peu à peu décroître jusqu'aux années 80. Comme vous vous en doutez, ce ne sont pas les rapports des vétérinaires qui ont marqué les esprits, mais généralement la version ovni, prenant le pas sur la version sataniste pourtant largement médiatisée grâce à Bankston. Version ovni encore largement préférée de nos jours. Après tout, qui sait ce qui peut se passer dans une obscurité sans lune, au milieu de nulle part, quand les seuls témoins sont des vaches? On a tous en tête l'image du ranch isolé survolé en pleine nuit par une soucoupe volante. Ici, c'est dans un court-métrage Pixar. Là, c'est dans le film Signe de Night Shyamalan en 2002. Comme souvent, la pop culture s'inspire du phénomène ovni et l'alimente à son tour. Et ces histoires de bétail mutilé partent de la propriétaire d'une jument incapable d'accepter que sa mort ait été banale et des magouilles d'un prisonnier échafaudant un plan pour s'évader. Levez les yeux au ciel, soyez astronomiques et à la revoyure.